Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour ce tout premier numéro de votre magazine Vérité en toute liberté pour cette année 2021. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos nombreux téléspectateurs. On en profite d'ailleurs au nom de toute la grande équipe de production qui nous accompagne aujourd'hui pour vous présenter nos vœux les meilleurs pour l'an 2021. Nos vœux en tout cas de bonheur, de prospérité et de longévité pour l'année 2021. Année 2021 que nous demandons d'ailleurs des bons augures avec une toute première invitée, c'est une dame, il faut le dire, c'est des bons augures pour l'émission Vérité en toute liberté. La femme, vous le savez, c'est signe de fécondité, c'est signe de bénédiction et de bonheur. Aujourd'hui, nous recevons pour ce tout premier numéro Madame Ella Wonga Nombe, qui est présidente de l'ONG Poulak Pumuzika Lakaso. Avec elle, en tout cas, nous parlerons de la jeunesse, il faut le dire, dans son ensemble, dans toutes ses facettes. Et comme à l'accoutumée, je suis accompagné de mon éternel compagnon, j'allais dire, de mon compagnon de tous les jours, Eric Mboulamossi. Bonjour Eric Mboulamossi. Oui, bonsoir. Ensemble, on dit bonsoir à Madame Ella. Bonsoir et bonne année. Bonsoir, meilleurs vœux à vous aussi. Également, merci. Allez, voilà, c'est donc là les plateaux que nous proposons aujourd'hui pour ces tout premiers numéros de votre magazine Vérité en toute liberté. Rebonsoir, Madame Ella. Bonsoir. Ça me vient à l'esprit comme ça, comme à l'esprit d'ailleurs de tous les téléspectateurs que nous suivent en ce net instant. Poulak, Pumuzika Lakaso. Juste une petite explication. Pumuzika Lakaso. Poulak. Poulak Pumuzika Lakaso est une ASBEL, donc une ONG, qui veut dire Pumuzika, pour ceux qui connaissent la langue swahiliphone, ça veut dire repose-toi. Lakaso, c'est en tétéla, ça veut dire, qui veut dire chez nous. Donc notre ONG s'appelle Pumuzika Lakaso, qui a pour mission beaucoup de choses, plus particulièrement l'agriculture, l'encadrement des jeunes dans l'agriculture. Parce que nous sommes en projet presque fin d'une école agricole en dehors de la ville, vers l'Antélé, qui va nous permettre d'encadrer les jeunes. Oui, mélanger deux langues nationales, les Swahili et les Kitetela, qui est également une langue congolaise. Oui, c'est qui démontre d'où nous venons. Je suis née à Kisangani, je suis du Sankourou d'origine et j'ai passé ma jeunesse à Kinshasa. C'est cette diversité-là qui me définit même sur le plan comportemental. Allez, on est bien parti, mais avant de poursuivre cette conversation, on marque une petite pause pour prendre ceci. C'est un portrait de notre invité de ce soir. Ella Wonga Nombe, femme ambitieuse et déterminée, elle caresse dès sa tendre jeunesse les désirs de voir les jeunes Congolais en action. Née à Kisangani le 28 février 1981, de l'union de Paul Richard Wonga Nombe et de Charlotte Pala à Konga, dans une famille de 13 enfants où elle est 8e d'entre eux. Elle est aussi une mère de 3 enfants, immaculée, divine et Smaïn. Ella Wonga Nombe est des types de ces personnes qui apprennent très tôt la loi de l'effort et du mérite. Elle la vit pleinement. Elle débutera son parcours scolaire à Kisangani de 1987 à 1993 à l'école ISPS avant d'obtenir son diplôme d'état en commercial au collège Saint-Raphaël de Kinshasa en 2000. Passionnée du droit et de la justice, elle parfaira sa formation en droit économique et administratif à l'université protestante au Congo en 2006. Inscrite au barreau Matete en 2008, au cabinet Kaluba et Mukendi, elle a vu son appel pour l'apostolat au service de tout un peuple se dessiner devant elle. C'est alors qu'elle confondera encore étudiante avec un grand groupe d'amis, la Pléiade de la jeunesse congolaise, pour mieux sensibiliser les jeunes universitaires des enjeux auxquels se trouve confronté le pays et surtout des défis qui attendent les jeunes Congolais face au rendez-vous de l'histoire. Mouvement qui finira à adhérer au PPRD, qui déclenchera les mouvements dynamiques de la jeunesse de ces partis politiques depuis 2004 sous Vital Kamerhe,
comme secrétaire général au PPRD et ensemble, ils ont réussi à implanter ces partis et battu campagne de 2006 en faveur du candidat PPRD à la présidentielle. De ses mérites professionnels, entrepreneur et engagée, elle a créé déjà à l'âge de 21 ans son propre business dont elle préside à sa destinée en qualité de propriétaire et manager en 2005. Dès 2016, elle en créera l'extension comme organisation non gouvernementale pour Musika Lakasso Pulak. De 2008 à 2012, elle est conseillère juridique de l'Office congolais de contrôle. Depuis 2012, elle en assume la charge de marketing. Et en 2020, Ella Wonganombe a créé l'école agricole pour la prise en charge des jeunes, pour leur encadrement et l'apprentissage des travaux champêtres gratuitement. Une manière pour elle de stimuler les jeunes à l'amour du sol et de la culture des champs. De son goût gastronomique, Ella Wongs, pour les intimes, aime les pondous préparés aux céréales et fruits. Friande des saveurs naturelles, les fruits font son grand bonheur. Elle préfère la couleur rouge, couleur des sacrifices des mères, et pour la patrie, couleur de l'amour. Sa meilleure réussite est la naissance de ses enfants qu'elle chérit tant, dit-elle. Si elle était un verbe, elle pense être le verbe entreprendre, ce qui constitue sa caractéristique d'initiatrice et formatrice. Osaligno Soponanga de Matou Samuel est sa cantique préférée qui lui inspire la paix et lui rappelle la faveur du Créateur. Non seulement elle ne s'appartient plus du fait d'être mère, mais aussi et surtout de son dévouement pour les services des autres, les services pour la patrie. La conscience à la famille à laquelle elle interpelle les Congolais représente pour elle les cadres favorables de formation permanente et d'initiation à la vie, ainsi qu'à l'amour pour les pays, la République démocratique du Congo. Voilà, on signale d'ailleurs en passant que c'est pratiquement elle qu'on reçoit dans ces cadres féeriques, des cadres idylliques. C'est son restaurant, Ella Wonganombe, et la W. Donc, comme à l'accoutumée, souvent nous recevons nos invités à l'hôtel Béatrice, mais exceptionnellement, ce soir, nous sommes chez Madame Ella. Alors, on a fait des enquêtes, il y a plus de 20 ans que vous êtes dans l'entrepreneuriat. Oui. Vous n'êtes pas aussi, j'allais dire, grande en âge comme cela. Vous êtes assez jeune, 20 ans déjà, c'est-à-dire que vous avez commencé trop tôt l'entrepreneuriat. Parlez-nous un tout petit peu de cette expérience, plus de 20 ans. Oui. 20 ans dans l'informel et 15 ans formellement où j'ai un numéro de registre de commerce, une identification nationale et tout. Ça a commencé tout petit, vers Sayo, croisement Sayo-Bosengue, pour ceux qui connaissent chez Ella là-bas. On n'avait que 4 à 6 tables. On a commencé tout petit. J'étais étudiante à l'université protestante au Congo. Et puis petit à petit, on a poussé avec beaucoup de sacrifices parce que si les gens se rappellent, c'était en 2005. On s'est préparé pour les premières élections au Congo. La situation économique n'était pas facile, mais on a tenu le coup. Après autant d'années, on a grandi. Nous sommes allés en ville sur l'avenue Mutombokachi numéro 7, où nous sommes restés à peu près 7 ans. Et aujourd'hui, nous sommes chez nous, à ce cadre que vous dites que c'est beau. Nous avons mis beaucoup du nôtre. Pour ceux qui connaissent l'espace, c'était un endroit abandonné. Et comme on dit toujours, il faut rester congolais et jeune avec beaucoup d'idées. On s'est forgé et voilà, on est là. Alors, vous représentez la jeunesse. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'utiliser la jeunesse pour développer ce pays? La jeunesse actuellement au Congo apporte beaucoup. Seulement, les jeunes ont besoin d'encadrement et de beaucoup de suivi. Je dirais qu'actuellement, l'économie congolaise n'est pas très assise, mais ce sont des commerces informels qui représentent à peu près 70% de recettes de la République démocratique du Congo. Alors, c'est souvent tenu par les femmes et les jeunes. Si les gouvernements congolais, plus, je les appelle les politiques, essayent de les encadrer, de les structurer
ça ferait que les pays avancent dans beaucoup. Ouais. Exactement, l'encadrement. Eric Moulamos. Oui, Madame Ella, vous êtes aussi parmi les jeunes qui ont commencé trop jeunes, je voulais dire. Dans la sphère politique congolaise, vous avez commencé avec votre association Pléiade et puis vous êtes allé dans un parti politique. Parlez-nous un peu de l'expérience de jeunes Congolais dans un parti politique. Oui, comme vous l'avez dit, j'ai commencé vers les années 2001-2002. J'étais membre de la Pléiade congolaise. J'en profite pour saluer son fondateur et son président, M. Nestor Diambwana. Je salue aussi sa grande famille qui séjourne actuellement à Kinshasa parce qu'ils ont eu un événement malheureux. J'ai compati avec. Nous avons été élite dans cette association grâce à l'expertise de cette personne-là. Et ce parcours-là n'était pas facile. En début, ça paraît facile parce qu'étant jeune, nous avons un esprit suicidaire et des découvertes, un esprit de découverte. Mais ça passait des années après cette association dans nos partis politiques. On a longtemps travaillé pour nos aînés, nos grands frères et nos encadreurs, mais il n'y avait pas beaucoup d'évolution. Les jeunes en politique congolaise, si vous remarquez, pendant qu'il y a des marches ou des cérémonies, c'est les jeunes plus qui sont sur le terrain et non les acteurs politiques, nos aînés, comme on les dit facilement. C'est seulement que s'ils pouvaient changer ce système, que les jeunes aussi, dans les partis politiques ou dans toute autre association, qu'ils arrivent à leur donner l'opportunité de voir ce qu'ils les ont appris. Mais quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ces jeunes, justement, au sein des partis politiques pour leur émergence, les difficultés sont souvent, dans un parti politique, pour peser, il faudrait avoir des moyens, avoir des entrées, dans les termes courants, on va dire des entrées. Alors, lorsque vous avez l'idéologie, parce que nous, on a été idéologique, on savait qu'on veut changer le Congo. Si vous avez l'idéologie sans moyens, c'est compliqué parce que pour mobiliser, ça demande louer les salles, les caméras, vous les journalistes, ce n'est pas facile. Et à chaque fois, les jeunes doivent recourir aux aînés. Et ces aînés-là conditionnent dans le sens où il faudrait laisser les jeunes travailler. Comme je donne souvent l'exemple, c'est comme dans un match de football où il y a un coach. Les coachs mettent les joueurs sur terrain. On n'a jamais vu les coachs jouer dans le terrain. Quel jour au Congo, les coachs s'asseyeront et laisser les jeunes jouer? C'est une question que vous vous posez. Oui. Nous espérons que ça pourra avoir une réponse un jour. Mais de manière globale, cette déliquescence qu'on voit dans l'action de la jeunesse dans de partis politiques, on peut les lier à la formation qui manque au sein des partis politiques, ou il y a des actions qui ont manqué à la préparation de cette jeunesse pour le mettre, disons, pour qu'ils prennent la commande et qu'ils soient vraiment ceux vers qui nous devons jeter l'avenir de la République démocratique du Congo. Oui, à mon humble avis, vraiment, à mon humble avis, c'est seulement que je ne crois pas souvent aux partis politiques aimant le Congo chez nous. Pourquoi je le dis? Parce que si au départ, les politiques ou les présidents des partis rêvaient vraiment d'un Congo meilleur, il y aurait des formations, des renforcements des capacités pour que ces jeunes-là arrivent à comprendre leur action. Mais c'est plus les m'as-tu-vu. Moi, j'appelle ça souvent, comme on appelait à l'époque de Mobutu, les Djalelo. Les jeunes, nous venons soutenir une action, mais lorsque vous avez des idées concrètes, ça ne passe pas. Pourtant, c'est les jeunes qui sont sur le terrain. C'est même pour ce qui avait fait que nous nous sommes retirés. Personnellement, je m'étais retiré pour essayer de créer et apporter plus directement de l'aide aux jeunes en créant mon ONG. Avec cette école agricole,
ça viendra pas totalement, mais quand même aider les périphéries ou la population locale quinoise dans la fourniture des denrées alimentaires de première nécessité. Nous allons en parler. Oui, madame, j'ai rebondi sur, comment dirais-je, les petits maximes dont vous venez de faire allusion tout à l'heure. Les coachs qui doivent laisser un tout petit peu les joueurs entrer sur l'art de jeu et rester comme on les voit au football. On va laisser ces jeunes jouer comme vous le souhaitez, mais quel rôle ces jeunes peuvent jouer dans un parti politique? Parce que depuis belle lurette, les jeunes sont là justement pour faire ce que vous venez de dire là, les Djalélo. Souvent, c'est ce rôle-là qu'on leur donne, ou les marches, ou autre chose, pas quelque chose de fort. Quel rôle ces jeunes aujourd'hui peuvent jouer si on leur laissait le terrain dans un parti politique? Je dirais beaucoup. Déjà, en partant de l'histoire du Congo, nos coachs ou nos aînés ont vécu le pouvoir Mobutu. Nous, jeunes, plus la 80e et la 90e, prenons même les années 70, ont été témoins de l'entrée de Mouzé. Ils ont été témoins de l'assassinat de Mouzé. Ces jeunes ont été témoins de premières élections en République démocratique du Congo, des élections démocratiques. Ils ont été témoins de l'alternance. Ne fût-ce que pour avoir été témoins de cela, vous ne pensez pas que ces jeunes ont beaucoup apporté? Et deuxièmement, nous supposons qu'ils ont été encadrés par les aînés dans les partis politiques. Les Djalélo, c'est un état de contentation. Ils se contentent. Essayez de miser sur eux et puis attendons voir. Moi, je crois que les jeunes qui évoluent dans les partis politiques sont capables de faire des merveilles. On va rester encore un petit peu dans la politique. Actuellement, c'est les vents de l'Union sacrée qui bat son plein. On voit tout le monde adhérer à l'Union sacrée, tout ça. Et un point de vue quand même, comme ça, un petit mot sur ces vents de l'Union sacrée. Quelle est votre appréciation de ces vents qui battent son plein? Oui, même si je voulais plus parler de mon ONG, mais ça nous concerne tous, la politique nous concerne tous. L'Union sacrée, moi je dirais qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je suis désolée. L'Union sacrée avec qui? Cette union avec qui? Et pourquoi? Si c'est pour un aboutissement meilleur pour le Congo, d'accord, nous sommes contents. Mais si c'est pour les positionnements égoïstes, encore une fois des politiques, nous sommes désolés. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas d'espoir pour ce Congo. Voilà pourquoi j'appelle les jeunes à entrer en action. Aujourd'hui, on ne peut plus rester suivre la télé ou écouter un tel. Entrons en action. Moi, personnellement, je suis entré en action en créant mon PME et bientôt, en aidant les autres jeunes dans mon ONG. Je suis convaincue qu'avec cette école agricole, je pourrais, tant soit peu, former quelques jeunes, que tout le monde entre en action. Il ne faut plus croiser les bras, attendre, parce que si on attend, on va subir. Mais il n'y a pas à craindre que ces jeunes soient mis de côté, que les coachs eux-mêmes entrent sur l'heure de jeu, parce que les visages que nous voyons défiler à la télé, là, ce sont les mêmes visages que l'on voit depuis 30 ans, 40 ans. Donc les jeunes, est-ce qu'ils vont avoir un petit trou de souris pour entrer dedans? C'est comme ça que je leur demande pas d'entrer en politique. Il y a plusieurs façons d'aider les Congos. Aujourd'hui, nous traversons cette grande période. Je sais que peut-être la question viendra sur le Covid-19. Le Congo tend vers un assoufflement économique. Et si déjà maintenant, les jeunes, nous jeunes, ou les politiques, ou les gouvernements congolais essayaient déjà de commencer à encadrer les jeunes dans ce qui est économique et social, ça ne donnera plus à ces coachs ou leaders l'occasion ou la facilité d'utiliser les jeunes n'importe comment. Parce que nous tous, nous ne pouvons pas aller voir le président pour en parler. Il faut que nous entrons en action. Moi, de nature, je ne suis pas de nature pleurnicharde. C'est comme ça que j'ai préféré créer mon histoire. C'est difficile parce qu'au Congo, vous savez, avoir une petite entreprise, un restaurant, un bar ou une entreprise d'hébergement, vous connaissez les tracasseries, mais il ne faut pas baisser les bras. Le Congo appartient à nous tous. Voilà pourquoi j'ai accepté votre invitation
parce que le Congo est à nous tous. Restons un peu en politique. Cette classe politique congolaise est parsemée de beaucoup de querelles. À chaque avancée, il y a beaucoup de recul. Parce qu'on ne s'entend pas, il n'y a pas assez de cohésion. Comme jeune, qu'est-ce qui peut faciliter une cohésion nationale réelle? Derrière déjà cette vision de l'union sacrée et d'autres sur le front commun pour le Congo ou la Mouka, qu'est-ce qui peut créer cette cohésion avec le jeune, mais aussi avec un conseil de jeunes? Un conseil, ce serait comme à l'église. À l'église, tout le jour, on nous prêche de changer, de choisir notre Seigneur comme sauveur et rédempteur. Les politiques congolais sont... Je ne sais pas comment les définir. La cohésion vient d'abord de l'amour de la patrie. Si vraiment ils aiment le Congo, si vraiment ils aiment cette république, on ne serait même pas dans l'union sacrée. On n'aurait jamais autant de partis politiques. La création de plusieurs partis politiques démontre l'égoïsme qui règne au sein de la classe politique congolaise. Ailleurs, dans d'autres pays, nous avons eu la grâce ou la chance, parce que je ne crois pas en la chance, je crois en la grâce divine, d'aller dans d'autres pays où vous ne trouvez que 2 partis, 3 ou 4. C'est vrai, pour se consoler, les politiques congolaises disent que non, ils ont plusieurs années de démocratie, c'est pourquoi. Non, c'est l'amour de la patrie. Au Congo, aujourd'hui, pour qu'il y ait cohésion, il faudrait que les gens soient sincères les uns des autres. Et cette cohésion-là ne sortira, nous les sentirons pas par les déclarations, mais par les actions. C'est comme ça que souvent j'ai dit, s'il y avait un test, mon Dieu, pour savoir si ces politiques-là disent vrai ou pas. Et j'ai souvent dit, il faudrait les tester sur le marché. Par exemple, leur dire, la majorité sont financièrement assis. Si seulement le président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, essayait de demander à chaque leader politique de créer l'emploi, que chacun ne crée que 200 ou 500 emplois pour cette année 2021. Et puis après, on rentre dans l'union sacrée pour savoir qui a fait quoi. Parce que les phrases... Une challenge, quoi. Oui, un challenge. Parce que les phrases, on est fatigué. Sincèrement, nous sommes fatigués. Qu'on fasse un test. Vous avez des immeubles, des bâtiments, vendez ou je ne sais pas, créez de l'emploi, prenez des jeunes ou même des vieillards si vous voulez, mais seulement créez de l'emploi, 200 ou 500. C'est défilé à la télé, ça fait mal à la tête. Un moment, quand nous suivons les infos, on se dit, mais mon Dieu, nous ne sommes pas bêtes. Encore une fois, c'est pourquoi j'ai accepté de passer à cette émission, parce que chaque personne doit entrer en action, d'une manière ou d'une autre. Nous allons parler de développement. Vous le dites si bien, vous êtes à la tête d'une ONG avec des idées novatrices. Je voudrais savoir par où il faudrait commencer pour développer la République démocratique du Congo et comment vous-même vous percevez ces concepts de développement chez nous. Bon. Je dirais comment développer la République par mon expérience, par mon secteur. Les difficultés que j'ai eues en commençant mon business ou soit de mes ONG, c'était plus les problèmes d'électricité et d'eau. L'électricité, nous l'avons étudié longtemps aux humanités, on le répète tout le temps, c'est un moteur de développement. Et au Congo, c'est comme si on oublie. J'avais dit, pendant qu'on passe... le temps à cette histoire union sacrée ou les politiques, on pourrait se concentrer aussi d'abord à faire à ce que l'électricité soit accessible à tous. Nous vivons dans la capitale, nous, présentement, je pourrais vous faire rire, nous avons eu combien de coupures en passant cette émission? Plusieurs. Ça veut dire que si la République, les politiques commençaient par l'électricité et l'eau, ça permettrait à tout le monde de ne pas sombrer dans la politique, que chaque acteur économique ou PME se développe à sa façon. Par exemple, si aujourd'hui, moi, dans mon agriculture, j'ai produit des fruits, je dois les transformer, j'ai besoin d'électricité. Pour que je fabrique du jus, j'ai besoin d'eau.
Et au Congo, nous avons des lacs, nous avons un grand fleuve qu'on appelle le fleuve Congo. Les forages, ça peut se faire partout et on pourrait créer des entreprises. C'est comme ça que souvent j'ai dit, il y a plusieurs lois à créer à l'Assemblée nationale au lieu de passer les temps dans des changements des bureaux, voter les lois de manière à ce qu'il y ait des nouvelles entreprises qui font des forages peut-être par quartier ou par commune. Ça ferait déjà que les gens aient de l'eau. Actuellement, il y a l'électricité par panneaux solaires et par le vent, l'électricité éolienne, qu'on libéralise cette histoire-là. Nous allons petit à petit oublier les politiques et les politiques ne seront pas des super dieux comme actuellement en République démocratique du Congo parce que c'est des petits dieux. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils ne comprennent pas cela. Hein. Ils vont la même être... foi et l'égoïsme. Exactement, ils vont même être plus calmes et seront Voilà. plus dérangés. Voilà. Alors, on va quand même vous donner le temps de nous parler des différentes facettes de votre ONG pour Musica Lakasso, Poulak. Ouais. En quelques mots, présentez-nous un tout petit peu les différentes facettes. On en a glissé un mot en début d'émission, mais là, vous avez l'habitude de nous présenter un tout petit peu. Pour Musica Lakasso, comme je l'ai dit, c'est une ONG qui prône l'enseignement dans l'agriculture. Nous sommes dans ce domaine, ça fait un moment, mais nous avons été encouragés par la déclaration du président de la République démocratique du Congo élu dernièrement, le président Félix Tshilombo, qui avait dit que le sous-sol, les mines disparaîtront. Ça finira un jour, mais le sol restera. Pourquoi ne pas commencer maintenant à développer ce secteur qui est un secteur facile et idéal? Nous l'avons commencé déjà, mais nous avons été poussés avec cette déclaration-là, ça nous a encore plus encouragés. On se dit, dans notre ONG, au lieu seulement de cultiver et vendre, nous avons un espace, nous avons construit, vous avez vu les images, vous êtes allés sur place. Ces bâtiments-là servira en même temps de dortoir, de réfectoire, une partie de transformation de produits du sol, avec les jeunes que nous employerons, mais sous forme de formation. Nous prenons les jeunes parce que notre limite, on prendra par année, par exemple 300 jeunes que nous formons. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Mais nous rentabilisons en vendant nos produits vivriers. D'autres produits qui partiront bruts, comme le pondou, et d'autres pondous, nous les transformerons, mais plus du jus que nous revenderons sur le marché. C'est comme ça que si la République avait des alimentations de l'État, parce que la majorité appartient à des privés, à des expatriés, je suis désolée, je n'ai rien contre eux, mais le Congo, où les politiques peuvent créer des alimentations de l'État, comme nous le voyons en Afrique du Sud, il y en a une représentation ici, je ne cite pas pour ne pas faire leur publicité. Si le gouvernement avait ces alimentations, ça nous permettrait de fournir directement, de ne pas chercher les fournisseurs. Mais la demande est tellement grande que les Congolais, ou plus précisément les Quinois, ont toujours besoin à manger. Arrêtons d'importer beaucoup. Et notre ONG a cet objectif-là, de former en termes de revente dans le domaine agricole. Parce que tout le monde ne veut pas faire la politique, mais la politique nous concerne tous. Nous, dans l'agriculture, nous avons besoin d'une bonne politique pour émerger. Voilà pourquoi on en parle. C'est très ambitieux. Vous avez des partenaires ou vous avez peut-être un appel à lancer à l'endroit de tous ceux-là qui peuvent vous venir en aide? Oui, bien sûr. De l'aide, même, je me dis, les plus puissants au monde ont toujours eu besoin d'aide ou d'associations. Nous, personnellement, nous avons commencé seuls. Nous sommes jusque-là seuls. Comme vous avez vu cet endroit, nous nous sommes battus seuls. Parce que souvent, je décourage aux gens dans les crédits. J'ai dit les crédits appauvris, l'épargne enrichie. Il faudrait épargner pour devenir grand. Les crédits, ça n'appartient qu'aux banquiers. Or, la banque n'a pas de cœur. Ce n'est pas une église. Alors, je lance un appel par vos numéros pour toute personne qui voudrait encourager cette œuvre. On ne demande pas de la pitié, mais de l'aide, de manière à ce que notre projet soit à réaliser. En termes d'infrastructure, parce que déjà nous avons eu la grâce de ne pas être loin de la grande route dans la nationale 1. Donc si ça nous permettait de finir vite, parce que nous comptons ouvrir l'école
en début d'année 2022. Si cette année, ça peut nous permettre de finir vite les travaux et commencer ces beaux projets, vous serez toujours les bienvenus pour voir cet accomplissement. Madame, vous avez parlé de cette grâce tout à l'heure, d'avoir visité d'autres cieux. Il y a plein de jeunes Congolais à travers le monde, ce qu'on appelle diaspora. Est-ce que vous pensez que ces jeunes peuvent apporter une pierre à l'édification de cette nation? Comment cela peut se faire? Ils doivent attendre l'appel de la patrie ou ils doivent s'investir déjà eux-mêmes? Comment vous pensez que ce mariage puisse apporter un fruit palpable à ce pays? Nous avons énormément besoin de la diaspora. Comme vous savez, ceux qui évoluent à l'extérieur évoluent dans des pays plus développés que la République. Donc leur apport, leur expérience apportera beaucoup. Mais ce n'est pas du jour au lendemain où ils doivent tout abandonner et revenir. Dans la vie, il faut toujours voir qu'est-ce qu'on gagne. Qu'est-ce qu'ils y gagnent en revenant au Congo? Il faudrait qu'il y ait des structures pour les accueillir et les encadrer, à ce que ce ne soit pas un regret. Parce que si ceux qui sont déjà venus avant regrettent, et les autres ne seront pas encouragés. Voilà. Encore une fois, c'est aux politiques de faire quelque chose pour que, nous avons déjà vu, il y a eu des efforts du côté de la Direction générale d'immigration, en République démocratique du Congo, où il y a des facilités maintenant sur les visas d'établissement et autres. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait des structures de manière à ce qu'on sache les mettre ensemble. Si les uns sont venus pour par exemple la création d'une banque, essayer de les mettre en association, qu'il y ait des bons juristes pour qu'il n'y ait pas de conflit des parts, pour ceux qui sont dans le domaine de construction, etc. etc. Je vais revenir un tout petit peu à votre projet agricole Ouais. en République démocratique du Congo. Ça sort un peu de l'ordinaire, mais vous le faites seulement de manière pédagogique, en utilisant la terre comme le moyen didactique pour ces jeunes qui veulent se lancer, ou c'est tout un programme que vous avez derrière ce projet? C'est tout un programme, parce que après les 5 ans qui passeront chez nous, nous avons dans notre programme l'idée, ou soit la procédure après, de leur doter des espaces de sol, parce que le Congo est grand, parce que notre objectif, c'est que ça ne se limite pas seulement à Kinshasa. Nos 300 élèves qui finiront chez nous, nous les doterons des sols à l'extérieur pour qu'ils cultivent par rapport à ce qu'ils ont appris chez nous. Parce que j'ai eu l'occasion de suivre une formation en Belgique, dans la ville de Hatt, sur l'agriculture de proximité. On nous a montré comment encadrer et après utiliser les personnes qui ont été encadrées par vous. Donc, c'est-à-dire que nous aurons des partenaires externes qui n'attendent que les bâtiments et la structure soient finis. Parce qu'au Congo, vous savez, quand on finance quelque chose de non fini, après ça finit jamais. Nos prédécesseurs ont terni notre image. Donc, il faudrait que tout soit prêt pour qu'eux viennent. Au Congo, nous n'avons plus de leaders que dans la musique, dans la politique, dans des choses, des succès. L'agriculture, c'est quelque chose de noble, mais seulement au Congo, ce n'est pas encore entré dans la culture du Congolais. Et les jeunes aujourd'hui doivent savoir que c'est comme on dit dans les affaires, c'est plus que du diamant. Parce que nous avons sur 12 mois au Congo, 10 mois pluvieuses. Vous imaginez 2 mois seulement de sécheresse. Or, nous avons les maïs même à la sécheresse en République démocratique du Congo. On peut le pérenniser en faisant que dans les 10 mois, qu'est-ce que nous pouvons produire? Nous avons les maïs, le pondou, le soja. Et cette histoire de soja, j'ai dit aux gens aujourd'hui, nous savons que le lait sur base de plantes est meilleur que les laits sur base des bétails. Parce que les bétails se contaminent facilement comme l'humain. Les plantes, non. On peut développer cette culture du soja, de lait de soja en République démocratique du Congo. Ça diminuerait cette histoire des enfants, des pertes de sang. Nous allons parler Covid, justement, ce problème de santé qui a paralysé le développement ou la relance qui a été engagée avec l'arrivée du nouveau pouvoir. Comment sortir de Covid? D'abord, quelle lecture vous faites de ça? Et comment nous pouvons sortir
gagnant après Covid? Comment nous pouvons relancer notre économie et continuer le développement, surtout cette année 2021 et les années qui vont venir? Ouais. Le Covid, moi, je l'ai appelé, je suis désolée, j'ai dit à l'abbé qui me suit, parce que je suis catholique, pratiquante, j'ai dit que c'était une bonne chose, le Covid. Cela a permis de démontrer la grandeur d'un être suprême et aussi, ça a appris à chaque pays de rester chez soi. J'ai vu les pays qui ont construit des avions, qui partent à la Lune, se démerder de comment faire stopper cette histoire du Covid. C'est-à-dire que ça dépasse tout le monde. Et ça me console, je me dis, je crois quand même en cet être suprême-là et je suis fière de l'appartenir. Sur le plan économique en République démocratique du Congo, c'est une preuve que chaque pays devait se contenter de son espace, de son territoire. Parce qu'avec le Covid, on a dit, chaque pays a dit, on ne peut plus voyager. Et comme on ne peut plus voyager au Congo, c'est-à-dire nous devons avoir des infrastructures sanitaires, une économie assise, parce que même les financements extérieurs, ces pays-là ont traversé le Covid. Comment vous voulez encore attendre d'eux? Et quelle est la stratégie directe que le gouvernement congolais a maintenant pour combattre la pénurie qui a déjà même commencé? Vous avez vu pour les fêtes, on dépend de tout, le poulet, les poissons et tout de l'extérieur. Mais ces pays-là ont traversé les confinements. La majorité n'ont pas envoyé, ils ont gardé pour leur propre pays. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Dans les années 60 jusqu'à 80, nous étions premiers producteurs du coton, du maïs, du café. Où est passé tout cela? Si vous suivez sur nos chaînes, c'est que la politique actuellement. On ne parle que politique, aucune stratégie immédiate, ponctuelle sur l'économie, ce qui va se passer après. C'est comme ça que j'appelle les gens à rejoindre mon domaine, le domaine déjà de plusieurs personnes qui évoluent dedans, mais qui sont dans l'oubli. Qu'on donne des moyens et qu'on encadre ces secteurs-là agricoles, des mamans et des jeunes, de manière à ce que le Congo s'autosuffise, qu'on ferme nous aussi nos frontières. Quel jour nous allons fermer les frontières congolaises comme la Chine l'a fait? Quel jour? Si vraiment ils aiment le Congo, qu'ils se mettent ensemble, au lieu que ce soit pour l'Union sacrée, qu'ils se mettent ensemble pour une économie durable pour les 10 ans qui suivent. Par exemple, qu'ils commencent par là. Quel conseil aujourd'hui vous pouvez donner au président Félix Tshisekedi, au président Fayoulou, ex-président Kabila, pour permettre l'unité du pays, mais aussi que le pays marche, qu'on espère encore? En tout cas, je vous remercie. Un conseil venant d'une petite personne comme moi, à adresser au président de la République qui a des conseillers, des directeurs de cabinet, des ministres. Mais en même temps, on dit je suis jeune congolaise. J'aime le Congo. Je vis au Congo. Je suis mère de famille, je suis épouse, j'adore mes enfants. Je voudrais que mes enfants étudient au Congo dans des très bonnes écoles. Je voudrais que le Congo, que j'arrive à aller dans ma ville d'origine en voiture, à Kisangani, dans ma ville de naissance. Je voudrais aller dans ma province d'origine en voiture, en vacances, et non chercher à prendre l'avion pour l'extérieur. Je voudrais rester au Congo. Monsieur le Président, pour rester au Congo, moi je demanderais que nous commençons par ce que nous pensons être facile, l'élémentaire, l'agriculture. C'est possible, parce que si nous, les petites personnes, nous essayons de nous organiser à notre façon, nous demandons une bonne politique pour nous accompagner dans ces secteurs. Au président Félix Tshisekedi, moi je crois que l'Union sacrée, c'est une autre forme de 1+4 ou d'accord global et inclusif. C'est une sorte d'accord de Saint-Sylvestre. Ça change seulement d'appellation et on passe beaucoup de temps là-dessus. Moi, je demanderais qu'on pense directement,
pas seulement passer par les ministres, on peut passer par les secrétaires généraux, par des organes techniques qui existent. Nous avons la COPEMECO, la protection des consommateurs. Nous avons plusieurs structures qui suivent l'économie du pays pour qu'on sente un changement ponctuel. Parce que nous tous, nous savons qu'avec le Covid-19, bientôt, ça sera la crise de famine. L'ONU l'a déclaré. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? On n'a pas besoin d'un gouvernement pour être rassasié dans nos assiettes. On n'a pas besoin de tout cela parce que les organes techniques existent. Les entreprises de l'État existent. Au président Joseph Kabila, il a travaillé en République démocratique du Congo d'abord comme fils du feu président Mzee Laurent Désiré Kabila, qui nous a apporté beaucoup de changements de mentalité. Peut-être que ce que j'ai fait aujourd'hui est sorti de là. Le président Joseph Kabila a démontré qu'il avait besoin de la paix, c'est-à-dire il a partagé son pouvoir avec le 1+4. Et après, il y a eu cette alternance. Mais j'ai toujours dit, quand vous avez un entourage assoiffé et égoïste, depuis le début de l'émission, je vous dis que les politiques congolais sont des natures égoïstes. Chacun ne voit que son propre intérêt. Et que eux fassent ce qui est bon pour nous, peuple, surtout pour nous jeunes. Parce que c'est nous aujourd'hui, les jeunes Congolais, qui avons été témoins de tout cela, qui avons compris que ce n'est que du théâtre qui se passe. À M. Fayoulou, je n'ai souvent pas de point de vue là-dessus. Je demanderai seulement que tous mettent un peu d'amour. Les autres disent de l'eau dans le vin, mais à la fin, ça enivre toujours. Ouais. Même si vous mettez de l'eau aussi longtemps, ça va faire la même quantité seulement, dont la saveur s'est diluée. Qu'ils ne mettent pas un peu d'eau dans son vin, mais seulement qu'ils nous démontrent tous qu'ils aiment vraiment le Congo pour de vrai. Alors on a pratiquement fini, mais on ne peut pas vous laisser partir ainsi sans vous donner quelques secondes pour un souhait. C'est quand même les tout premiers numéros du magazine Vérité en toute liberté pour cette année qui démarre. Un souhait comme ça qui vous vient au cœur pour les pays. Tant que politique, femme et jeune, plus jeune, congolaise, je souhaite le pragmatisme en République démocratique du Congo, plus par les acteurs politiques. Je souhaite l'amour, l'unité, la cohésion nationale, que chaque province se développe de manière à ce que Kinshasa ne soit pas l'envie de tous les autres qui sont restés dans les provinces, que chaque province attire. Pour ce qui est de ma famille, je souhaite des belles choses à mes adorables enfants que j'appelle ma raison de vivre, à mon partenaire, à mes amis, à tout le monde qui m'ont suivi. Ça faisait un bout petit temps que je ne suis pas passée à la télé parce qu'il fallait fabriquer des enfants et s'occuper de la maison. Maintenant qu'ils ont bien poussé, vous allez me revoir plus souvent, mais pas pour des discours, mais plus pour les actions. Mes vœux les meilleurs à tous mes proches, à mes coachs qui sont encore sur le terrain. J'attends qu'ils se mettent sur le banc pour que je joue. Okay. Merci. Merci madame, merci beaucoup. Merci Eric Mbolam aussi pour ces quelques minutes de bonheur. Il faut le dire car nous avons vraiment été bien servis et madame Ella Onganombe nous a apporté sa vérité, comme d'ailleurs tous les autres invités que l'on a reçus au cours de l'année dernière. On dit grand merci à madame Ella Onganombe. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle qu'elle est présidente de l'ONG Poulak pour Musica Lakasso. Elle nous a parlé de cette ONG en long et en large. Allez, merci à vous également pour votre sympathique attention. On espère faire route ensemble avec vous tout au long de cette année 2021 et vous apporter plusieurs vérités de plusieurs invités. Allez, merci. Merci de nous avoir suivis. Bonne année. Bonne année à vous.